Direction la Bretagne et ses mystères. Pour cela, j'accueille mon premier invité, Howard Crowhurst. Bonsoir Howard. Oui, bonsoir. Vous êtes auteur de 5 livres aux éditions Epistéméa, scénariste, réalisateur et auteur de plusieurs documentaires. Je suis ravi de vous accueillir parce qu'on va ensemble, durant 7 heures jusqu'à 22 heures, essayer de comprendre tout ce que l'on peut trouver en Bretagne. Alors pour certains, ce sont juste des pierres. Pour d'autres, c'est bien plus que cela. Et d'ailleurs, vous avez essayé de les comprendre. C'est ce qu'on appelle les mégalithes. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement expliquer ce que sont des mégalithes? Oui, le terme, bonsoir déjà à tout le monde. Le terme mégalithe veut dire méga, ça veut dire grand, lithe, pierre, donc mégalithe, ça veut dire grosse pierre. Donc il s'agit de constructions qui sont apparues il y a 7000 ans peut-être au départ. Et qui sont construits avec des grosses pierres. C'est ça la définition. Alors à chaque fois qu'on parle de grosses pierres, on se demande toujours comment les gens de l'époque, sans les moyens de l'époque que l'on a aujourd'hui, en tout cas à l'époque, pouvaient-ils faire? Alors c'est ça qu'on va essayer de découvrir. Déjà, pourquoi vous vous êtes intéressé à cela? Quand je suis arrivé dans la région de Bretagne, donc j'ai découvert ces alignements, par exemple les alignements de Carnac, avec toutes ces pierres alignées les unes derrière les autres. Et en réalité, il n'y a pas d'explication qui est donnée pour ça. Il n'y a aucune version officielle du sens, du pourquoi de ça. Au départ, les gens pensaient que ces pierres étaient peut-être des pierres tombales, mais après qu'il y a eu des fouilles qui ont été faites tout le long de ces alignements, on a découvert qu'il n'y avait pas seulement pas d'ossement, mais aucune cavité. Et donc, vite, l'idée de cimetière ou autre chose a disparu. Et depuis, en réalité, il n'y a pas vraiment de suggestion. Et donc, ça, l'idée qu'on soit en présence d'un monument qui est bien existant, qui est là, qui est solidement là, parce que c'est très important. Dans les alignements de Carnac, il y a plus de 3000 pierres dressées. Et donc, le fait qu'il y avait ce mystère, ça m'a beaucoup intrigué depuis le début. Voilà. Alors vous me dites que finalement on ne sait pas pourquoi elles sont là ces pierres. C'est ça la grande question. Parce que habituellement quand les anciens faisaient quelque chose, alors on va avoir le même problème pour les pyramides parce qu'on s'est aperçu finalement que c'était pas des tombeaux. Donc tout le monde suppute que c'était peut-être un message laissé par une ancienne civilisation, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que ces pierres, ces 3000 pierres alignées à Carnac, mais il y en a aussi en Angleterre, du côté de Stonehenge je crois, c'est pas le seul site. On peut imaginer que c'est un message aussi? Alors, on peut supposer beaucoup de choses, oui, que ça soit une transmission, un message, c'est possible, que ça soit, comment on peut dire ça, une machine, que ça ait une fonction, que ça a été construit dans un but précis par des bâtisseurs, mais un but qui nous échappe, voilà, donc il y a différentes hypothèses possibles. En tout cas, que ça ait eu le but de transmettre ou pas, le fait de l'étudier permet quand même de comprendre, ne serait-ce qu'un peu, les intentions des personnes. Alors, je voudrais juste dire qu'on parle des 3000 pierres des alignements de Carnac, parce que c'est très connu, mais au fait, dans la région du Morbihan, le sud Morbihan, autour de Carnac, dans une zone qui fait environ 20 km en est-ouest et 10 km nord-sud, dans cette zone, on trouve des milliers de pierres dressées. On estime à 10 000 pierres dressées. On trouve des collines artificielles qu'on appelle des tumulus, qui sont pour certains des collines énormes. Le tumulus Saint-Michel, c'est construit et ça pèse 67 000 tonnes. On trouve des dolmens. Donc des dolmens sont des sortes de chambres qui sont construites avec des pierres qui sont dressées et puis d'autres pierres qui sont mises par-dessus pour faire un couloir
et une chambre. Et là, dans le Morbihan Sud, il y en a plus de 220 monuments comme ça. Donc c'est une concentration de monuments incroyable. Mais peut-être le plus grand mystère de ça, c'est qui les a faits. Parce que en réalité, on ne trouve pas de traces d'habitation. Donc on n'a pas de traces de gens qui habitaient sur place à ce moment-là. D'accord. Donc on sait, les mégalithes sont bien là, ils sont partout. D'ailleurs, ils sont tellement partout que les gens font plus gaffe. Les gens qui habitent ici font plus tellement gaffe. C'est partie du paysage. Ils sont partout. Mais et puis certaines pierres sont très très grosses. À Lokmariaker, qui est à 10 km à l'est de Karnak, il y a un menhir qui aujourd'hui gît sur le sol en 4 morceaux, mais original, au début c'était vertical, et cette pierre pesait 300 tonnes. En plus, donc 20 mètres de haut, et toute la pierre était entièrement taillée. Donc elle a été extraite d'un morceau de pierre plus grand. Et en plus, cette pierre, ces grosses pierres sont faites dans une sorte de roche qui s'appelle l'orthogneiss. Je ne vais pas devenir trop technique, mais ce terme-là est important, l'orthogneiss. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une pierre locale. Donc c'est une pierre dont le gisement le plus proche se trouve à 12-15 km. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment ces pierres ont-elles été transportées en plus ? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas de camions. Non, on n'avait pas de camions, on n'avait rien en fait. On n'avait pas de route, on n'avait pas de... Voilà, normalement, on n'avait pas de grosses embarcations. Donc, cette question du comment, évidemment, tout le monde se le pose. Alors, il y a une autre question qui vient avec, c'est pourquoi ? Bien sûr, oui. Voilà. Et moi, je me suis plus orienté sur la question du pourquoi pour une simple raison, c'est que le comment, en réalité, on n'en sait rien. Il y a eu des hypothèses, beaucoup d'hypothèses. Il y a un monsieur pour qui j'ai de l'estime, s'appelle Jean-Pierre Mohen, qui est archéologue et qui a consacré sa vie à cette question. À un lieu qui s'appelle Bougon, près de Niort, il a créé un centre où on faisait couper les arbres avec des haches en pierre, on fabriquait des cordes avec des lianes en provenance de la nature, et puis on faisait des rondins de bois, on tirait des blocs jusqu'à 32 tonnes avec des cordes sur des rondins, sur du plat. Et donc avec 200 personnes, il a réussi à faire ses expériences, il a consacré sa vie à ça. Et il y a quelques années, dans Séance et Avenir, dans un numéro spécial consacré aux mégalithes, il a dit qu'en réalité, il n'existe pas d'hypothèse sérieuse quant à la façon que les plus grosses pierres furent transportées. Donc ça, je trouve ça d'une grande honnêteté. Quelqu'un qui a consacré sa vie à cette question et qui finalement, maintenant il est à la retraite, je pense, il dit, voilà, au fait, après toutes ces années, on n'a toujours pas d'hypothèse qui tient la route. Alors, on va essayer d'avancer, de dérouler le fil qui fait la pelote pour essayer de comprendre d'où viennent ces mégalithes, ces menhirs, ces dolmens, de découvrir un peu plus en détail ces choses qui, c'est vrai que pour les Bretons aujourd'hui, sont mais absolument d'une banalité, sauf peut-être pour ceux qui cherchent, comme vous, comme nous. Mais en tout cas, on va essayer de tout comprendre. On a une grosse pierre, on a un gros menhir ici, c'est 2 fois par heure, c'est la pub. On essaie de la soulever et on revient vers vous dans un instant. Mon nom est Bob et comme tous les soirs sur Radio, je vous dis toute la vérité. Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Pourquoi sommes-nous là ? À quoi sert vraiment notre passage sur Terre ? Si vous vous posez toutes ces questions, alors bienvenue sur Radio, mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Et à 22h, Ludovic Chapier sera ici pour le dossier Abducté. Vous voulez poser des questions sur les enlèvements d'extraterrestres ? Elliot, les réseaux sociaux sont ouverts. Oui, ça se passe sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Radio. Vous pouvez également user de mon mail bob@adofm.fr. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado.
Et Bob vous dit toute la vérité. Bienvenue en tout cas si vous arrivez. Howard Crowhurst est avec moi, auteur de 5 livres aux éditions Épisthéméa, scénariste, réalisateur et auteur de plusieurs documentaires. Nous essayons de comprendre les mégalithes de Bretagne, ces grosses pierres qui ont été disposées, des centaines et des centaines, de plusieurs tonnes, jusqu'aux plus petites d'ailleurs, mais on se demande pourquoi elles sont là. Alors c'est vrai, Howard, on se demande pourquoi, on se demande comment, mais comment on peut imaginer, vous savez, on parle beaucoup d'une civilisation de géants. Ici, on a découvert en 1989, du côté de Montpellier, une sépulture de plusieurs squelettes d'hommes géants. On peut imaginer qu'il y ait une civilisation, Howard, de géants qui avait facilement la possibilité de créer ces alignements. Alors, encore faut-il essayer de savoir pourquoi ils ont fait ces alignements, mais en tout cas, on sait peut-être comment. C'est peut-être une solution. Oui, c'est-à-dire que devant l'absence d'éléments concrets, évidemment, après, on cherche à imaginer comment ça a pu être possible. Alors, il y avait une dame qui s'appelait... comment elle s'appelait, celle qui a fondé la théosophie, qui a écrit un bouquin qui s'appelait La doctrine secrète. Son nom m'échappe pour l'instant. H.P. Blavatsky, voilà, russe, qui a parlé, le premier, je crois, au 19e siècle, d'une race de géants qui aurait été présents sur Terre, qui aurait accompli des ouvrages énormes. Mais elle, son information, elle avait reçu plutôt de façon mystique. Et il n'y avait pas forcément d'éléments concrets. Là où j'ai un bâtiment ici, près de Carnac, où je fais des expositions, etc. Et autrefois, ce bâtiment était un musée au 19e siècle. Et dans ce musée, il y avait un squelette qui avait été trouvé dans les mégalithes, mais qui faisait 1m95. Donc, pas si géant que ça. Non, c'était pas si géant. Mais en Angleterre, effectivement, dans un tumulus qui s'appelait le Tertre du Géant, pas loin de Stonehenge, quand ça a été fouillé, on a trouvé le squelette d'un homme de 2m40. Oui, maintenant, 2m40, ça permet pas de soulever des pierres de 300 tonnes. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, quand on parle de géant, ça veut pas forcément dire géant physiquement. Ça peut être géant par l'esprit, des gens qui auraient développé des pouvoirs de l'esprit. Beaucoup de gens ici en Bretagne croient sérieusement que ces gens avaient la capacité, par le pouvoir de leur esprit, d'alléger les pierres et donc de pouvoir les transporter un peu par lévitation, par exemple. Mais il y a d'autres thèses. Le professeur Joseph Davidovits, qui était à l'université de Compiègne, au nord de Paris, lui, il soutient sérieusement l'hypothèse que ces pierres étaient reconstituées, que ce n'est pas des pierres de carrière qui auraient été extraites et transportées. Mais ça, c'est un peu aussi ce qu'on coulé en quelque sorte sur place. C'est aussi un peu ce qu'on a dit pour les pyramides, c'est-à-dire qu'on a envisagé aussi la même chose. Davidovits avait effectivement fait des expériences sur les pyramides pour commencer. Il avait prélevé sur la Grande Pyramide sur 20 pierres qui se trouvaient côte à côte. Il avait fait des prélèvements sur ces 20 pierres. Il avait fait analyser dans un laboratoire. Et dans 3 de ces échantillons, il trouvait des cheveux humains à l'intérieur de la pierre. D'accord. En plus, l'analyse montrait des bulles d'air, voilà. Et donc, il était arrivé vraiment à la conclusion que c'était une certitude, que peut-être pas toutes les pierres, mais qu'une certaine partie des pierres des grandes pyramides avaient été coulées. Et que c'est comme ça qu'on expliquerait le fait qu'ils s'épousaient les unes à côté des autres de façon aussi régulière, parce qu'on aurait coulé une pierre contre une autre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a diverses hypothèses, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves concernant ces moyens de transport. Est-ce qu'il y a un autre endroit, parce que là on parle beaucoup de la Bretagne, on a retrouvé des menhirs ou des dolmens ailleurs qu'en Bretagne, en France, ou pas du tout? Oui. Alors, effectivement, autour de Carnac, c'est une grosse concentration de grands monuments, parce que c'est des très gros monuments et il y en a beaucoup. Maintenant, sur le reste de la Bretagne, il y en a quand même beaucoup, mais il y en a dans le monde entier, en fait. On trouve des mégalithes
Et il y a même certains pays où on continue encore aujourd'hui à ériger des mégalithes, en Éthiopie ou au Sumatra par exemple. Il y a des communautés qui travaillent encore avec des grosses pierres. Mais on en trouve en Russie, on en trouve au Tibet, on trouve partout en fait. À Baalbek, il y a des pierres à Baalbek, Baalbek au Liban, et il y a des pierres là-bas qui pèsent plus de 1200 tonnes. Alors on va essayer de les découvrir, la différence entre les menhirs, les dolmens, les tumulus, le tumulus de Saint-Michel, etc. Mais il y a une question que je me pose, c'est-à-dire que quand on a fait par exemple un dossier sur la révélation des pyramides, on s'est aperçu, en tout cas l'une des théories, c'était de Jacques Grimaud et de Patrice Pouillard, c'était que finalement c'était peut-être une horloge, qu'il y avait un alignement de l'équateur penché, etc. Est-ce que l'alignement justement de ces mégalithes a une importance particulière? Est-ce qu'on a étudié cela? Oui, ça a été le sujet de mon travail depuis toutes ces années, parce que ça fait globalement 27 ans que j'habite ici et que j'étudie la question. Donc c'est une vraie casse-tête. Mais effectivement, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder ce qui était là, plutôt que d'imaginer ou il y a des milliers de pierres, donc regardons. Et donc dans ces alignements, effectivement, au départ, c'était assez mystérieux. Et puis, mais il y a des gens qui ont travaillé là-dessus avant moi, et notamment le professeur Tom de l'université de Cambridge en Angleterre. Et lui, il avait découvert déjà la présence ou l'utilisation d'un triangle qu'on appelle le triangle 3-4-5, qui est un triangle avec un angle droit, et qui a un côté qui fait 3, l'autre qui fait 4, et le cinquième, ce qu'on appelle l'hypoténuse, qui est penché en quelque sorte, qui rejoint les deux bouts, qui fait 5 unités. Et ce qui apparaît, c'est que à la latitude de Karnak, 47,6 degrés nord, à cette latitude, le Soleil trace ce triangle à l'horizon au cours de l'année. D'accord. Donc, ce triangle était très connu des Égyptiens. On parle beaucoup de la grande pyramide, mais la pyramide à côté, la plus petite, Mykérinos, cette pyramide-là est construite avec le triangle 3-4-5. C'est exactement la forme et la pente de la pyramide, c'est la 3-4-5. Et les Égyptiens utilisaient le 3-4-5 partout. Hérodote disait qu'il trouvait que le 3-4-5 était la plus belle forme qui existait dans l'univers. Et à Karnak ici, en Bretagne, les monuments semblent être orientés en fonction de ce triangle 3-4-5 qui vise donc les positions extrêmes des levées et des couchers de soleil à des moments qu'on appelle des solstices, solstice d'été et solstice d'hiver, le jour le plus long, le jour le plus court. Et donc, en quelque sorte, le soleil trace à l'horizon, trace sur la Terre ces formes de triangle 3-4-5 naturellement. Voilà. Et ce fait-là, pour moi, je pense que c'est le choix du lieu. Je pense que les bâtisseurs, ou en tout cas les concepteurs, ont choisi cette latitude exprès pour y instaurer la première architecture monumentale au monde. Est-ce qu'il y a un rapport entre, vous pensez, les pyramides et ces menhirs? Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'il y a eu une communication entre ces... Ouais, bon, pour moi, j'en suis certain. J'ai eu des discussions parce que ça fait longtemps que j'essaie de faire des films sur ce sujet et que j'ai beaucoup de problèmes avec des chaînes de télévision qui refusent d'accepter des thèses qui sortent un peu des sentiers battus. Et des dogmes d'histoire. Voilà, quelles que soient les preuves qu'on puisse apporter. Pas un problème de preuve. C'est pas forcément ce que l'on dit qui est important, c'est qui le dit. Mais j'avance quand même dans ces relations, ça avance et j'ai pas perdu l'espoir quand même de faire un film à grande diffusion à ce sujet.
j'ai perdu le fil. Vous pensez vraiment, la question c'était, voilà, les pyramides et ces mégalithes. Oui. Voilà, peut-être une autoroute de communication, vous voyez ce que je veux dire? Alors, la communication, souvent, on va suggérer la synchronicité. On va dire, il n'y avait pas forcément synchronicité, et il n'y avait pas forcément communication, parce que des personnes qui ont fait les pyramides en Égypte en utilisant le triangle 3, 4, 5, ont peut-être eu l'idée, sans qu'il y ait d'échange, avec ceux qui l'ont eu en Bretagne. Mais l'élément pour moi concluant qui montre qu'il y avait des communications, c'est qu'il y a l'utilisation des mêmes mesures. C'est-à-dire que je trouve dans les monuments et dans les constructions mégalithiques en Bretagne, les mêmes unités de mesure, y compris la coudée égyptienne. Elle a été utilisée en tant que mesure dans la construction des monuments, des mégalithes à Karnak. Donc, je peux le démontrer. J'ai fait des études avec un GPS précis au centimètre, un GPS qui sert pour faire des travaux publics sur les autoroutes et tout ça. J'ai pu emprunter ce genre de matériel. Et j'ai pu faire donc des mesures sur de longues distances extrêmement précises. On a des unités de milliers, par exemple 5000 coudées égyptiennes qui relient précisément des points. Alors, je dis des coudées égyptiennes, maintenant, il faut voir que les mégalithes de Karnak, la construction a commencé environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Alors, dites-moi, on va marquer une petite pause musicale. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Howard, pour continuer à découvrir ces mégalithes. On s'aperçoit que finalement, tout ça, c'est très mystérieux, que ce soit les pyramides, que ce soit les monuments à Karnak. Et puis, on essaiera d'avancer notre pion sur cet échiquier de la vie et de l'histoire. Mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Qu'est-ce qu'on écoute, bon Mathieu, sur Ado? Eh ben, on écoute Youssoupha avec On se connaît, c'est sur Radio dans Bob vous dit toute la vérité jusqu'à minuit. Tous les soirs sur Ado. Tout ce que l'on nous cache depuis toujours. Enfin révélé. 21h minuit. Bob vous dit toute la vérité. Vous avez entendu parler de moi à l'usine, au bureau, à la salle de sport, dans une boutique. Sachez que si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Et puisque l'on parle avec Howard Crowhurst ce soir des mégalithes de Bretagne et de Stonehenge, de tout ce qu'on peut trouver en Europe, eh bien sachez, puisqu'on a fait un peu le parallèle avec les pyramides, qu'on y reviendra sur ces pyramides mercredi prochain. Grâce à Dominique Youngblood, je reviendrai sur ce secret qui nous fait tant fantasmer. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Il est auteur de 5 livres aux éditions Épistémé, scénariste, réalisateur, auteur de plusieurs documentaires, Howard Crowhurst pour les mégalithes. Alors Howard, on va continuer à essayer de découvrir ces monuments incroyables, très lourds. On se demande pourquoi, comment. On les date de 5000 ans, c'est ça à peu près? Alors, non. C'est-à-dire que les mégalithes de Karnak ont commencé dans les 5000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 7000 ans. D'accord. Des découvertes récentes ont démontré l'existence d'alignements sous la mer, au fait, dans la baie de Quiberon, qui est la baie qui se trouve au sud de Karnak. On a trouvé des pierres sur le fond. Par 5 à 6 mètres de fond. Donc si on imagine que les gens n'érigeaient pas des menhirs sous l'eau, ça veut dire que ces menhirs ont été érigés à un moment où la mer était retirée, enfin avant que la mer monte, parce que la mer est montée. On peut l'imaginer aussi à une période glaciaire. On n'est pas obligé de reculer aussi loin, mais par exemple, la baie de Quiberon devait être à sec il y a environ 8000 ans. D'accord. Et donc, l'ancienneté de ces alignements, le commencement de ces constructions mégalithiques, ne cesse de reculer. Depuis que moi je m'y intéresse, les dates reculent tout le temps. Chaque découverte finalement nous emmène à comprendre qu'ils étaient plus anciens que ce qu'on pensait. Alors vous savez, il y a Thomas sur la page Facebook qui dit: comment peut-on savoir de quand datent les mégalithes alors qu'il paraît qu'on ne peut pas dater la pierre?
Non, effectivement, on peut pas. Donc, on peut pas dater la pierre elle-même. Maintenant, sous certains menhirs, par exemple, on va trouver du charbon de bois. Souvent, les bâtisseurs, quand ils faisaient leur trou pour mettre le menhir dedans, ils mettaient du charbon de bois dans le fond. Alors, pourquoi ils faisaient ça? C'est une autre question. Il y a beaucoup d'hypothèses. Mais quand le charbon de bois est dans le trou sous le menhir, on peut supposer que ça a été mis juste avant et donc on date ce charbon. Et le charbon de bois, à ce moment-là, peut nous livrer des dates assez précises. Ensuite, il y a dans certains monuments des restes d'animaux, des restes d'ossements d'animaux ou des éléments végétaux. On a même dit, Howard, qu'on avait retrouvé des poils de Yeti. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est la première fois que je l'entends parler. C'est ce que nos auditeurs nous disent. On a retrouvé, semble-t-il, des poils de Yeti dans ces pierres. Voilà. J'aimerais bien voir les échantillons. Des gros poils. Peut-être ils faisaient la brosse à dents avec. Oui. Voilà. Sait-on jamais. Voilà, donc voilà pour les dates. En tout cas, c'est très ancien. Maintenant, il y a eu la découverte il y a quelques années dans le sud-est de la Turquie d'un site qui s'appelle Göbekli Tepe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler Non, parce que au fait, ce site, on en parle beaucoup en Allemagne parce que c'est des archéologues allemands qui font des fouilles, mais en France, on entend rarement parler, alors que c'est un site qui bouleverse totalement toute la compréhension qu'on a pu avoir jusqu'à présent de la préhistoire de cette époque. Pourquoi? Parce que, au fait, à Göbekli Tepe, c'est un paysan du coin qui trouvait des pierres sculptées comme ça dans son champ de temps en temps, dans un endroit très reculé dans les montagnes. Donc il a été voir les archéologues, ils ont fini par venir voir, et ils ont découvert que ce qu'on pensait être le sommet naturel d'une montagne n'était pas naturel du tout, mais était un grand amas de pierres qui avait été posé là, 300 mètres de diamètre, avec une hauteur au milieu d'environ 15 mètres. Et quand ils ont commencé à fouiller au début de cette colline-là, de pierres, ils ont trouvé des datations de moins 8000, donc il y a 10 000 ans. D'accord. Sauf que quand ils ont rentré un peu dedans, ils ont découvert à l'intérieur des menhirs. Et des menhirs... pas des menhirs un peu bruts, mais des menhirs vraiment sculptés en forme de T. Alors, donc avec une barre au-dessus et une partie verticale. Howard, on va être obligé de marquer une petite pause pour retrouver notre deuxième menhir de cette première heure, la pub. On revient vers vous dans un instant pour continuer à découvrir ces ensembles de pierres, alignements, voilà, ces tas de pierres qui, lorsqu'on commence à s'y intéresser, nous apprendre beaucoup de choses, en tout cas, nous permettent de nous interroger. Mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité, c'est Ado, rien que la vérité, toute la vérité, je dis, je le jure. 21h minuit sur Ado. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Bob vous dit toute la vérité. Et oui, pour la première fois en France, quelqu'un ose dire toute la vérité sur les phénomènes paranormaux, étranges, inexpliqués. Je vous demande d'ailleurs de relayer l'info, je sais que vous le faites très souvent, via vos Facebook ou vos Twitter. Dites bien autour de vous que cette émission existe, elle devrait être remboursée par la Sécurité sociale. Et bien, tout à l'heure, du côté de 22h, c'est Ludovic Chapier qui sera à mes côtés pour parler de ce dossier incroyable qui vous passionne, celui des enlèvements par extraterrestres, celui des abductés. Pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites Ado. Howard Crowhurst est avec moi pour parler de ces mégalithes. Nous étions, Howard, juste avant la pause, du côté de la Turquie, du côté du site Göbekli Tepe, c'est ça? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Voilà. Alors, on y a trouvé donc un tas de pierres datant de 8000 ans à Jésus-Christ, c'est ça? Voilà, c'est ça. Puis on a commencé à creuser dedans et une fois qu'on creusait vers l'intérieur, on a trouvé donc des menhirs, donc des pierres dressées en forme de T, avec une sorte de barre au-dessus. Et puis, ces menhirs avaient des sculptures en relief. D'accord. Donc ces pierres avaient été entièrement taillées dans des blocs plus grands,
et des sculptures magnifiques d'animaux en 3 dimensions. Par exemple, il y a une sorte de salamandre qui grimpe le long du menhir, qui est en relief sur la chose. Et lorsque on est arrivé sur les pieds des mégalithes, on a fait de nouvelles datations. Et là, on a trouvé des datations de 9600 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a 11 600 ans. Et au fur et à mesure qu'on creuse dedans, on trouve des arrangements en cercle, de menhirs en cercle, comme ça. Jusqu'à présent, parce que les fouilles sont toujours en cours, on n'a pas encore atteint le centre, mais on arrive à des menhirs de plus de 4 mètres de haut, mais ils estiment que dans le centre, ils ont fait des tests avec infrarouge, etc. Ils pensent qu'il y a des menhirs jusqu'à 12 mètres de haut, au cœur de cette colline. Donc, globalement, il y a 11 600 ans environ, des gens ont construit un monument très important de plein de pierres dressées. Alors, on est sur le sommet d'une montagne. Donc, ces pierres ont été extraites dans la vallée et montées jusqu'à là-haut. Encore une fois, ça pose la question du comment. Hein. Voilà, alors la question du comment. Et puis, environ 1500 ans après, toute cette vaste ensemble a été entièrement recouvert, caché en quelque sorte, de la vue, par des petits cailloux. Et ce qu'il faut voir, c'est que tout cela est avant l'agriculture. Donc jusqu'à présent, la théorie était... les gens étaient nomades, ensuite ils se sont sédentarisés, donc ils ont fait des communautés pour faire de l'agriculture, et puis une fois qu'ils ont fait de l'agriculture, ils ont commencé à faire des monuments. Dans Age of Empires, c'est comme ça que c'est décrit. Et donc cette structure-là était très ancrée dans les idées. Sauf qu'avec la découverte de Göbekli Tepe, on est avant l'agriculture. Donc là, c'est quoi l'idée? C'est que des tribus de nomades devaient se rassembler de grands endroits, enfin de partout, se rassembler à un endroit pour ensemble créer des monuments. Alors pendant ce temps-là, il fallait les nourrir, alors qu'on est dans une zone désertique. Enfin... Oui, ça pose en fait le même problème que la fabrication des pyramides, en se disant l'infrastructure, en tout cas le côté administratif, le côté voilà, pour mettre en place toute une collectivité d'hommes et de femmes pour construire tout cela, c'est juste impensable. Voilà. Et surtout que à cette époque de Göbekli Tepe, il n'y a pas encore l'agriculture. Il n'y a pas de rassembler énormément de gens pour les nourrir. Manger. Bien sûr. Voilà. Et donc pour l'instant, on diffuse pas trop ces histoires de Göbekli Tepe. C'est quand même diffusé parce que c'est merveilleux, mais c'est pas passé en prime time, quoi. Les gens ne sont pas infusés de cette information. Mais Howard, pourquoi tout cela? Pourquoi ces mystères, encore une fois? Parce que vous savez, je reçois assez souvent Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, qui sont respectivement les auteurs et réalisateurs du film La Révélation des Pyramides, qui en fait ont le même problème que vous avec l'histoire. Et là, c'est le dogme égyptologue. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'on veut pas nous donner une autre version que ce qu'on nous a mis dans les livres d'histoire, que ça ferait du mal de foutre à la poubelle tous les bouquins pour en réécrire d'autres avec une nouvelle histoire. Oui, mais c'est pas uniquement des bouquins qu'on foutrait à la poubelle, c'est des thèses. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Gens passés. Et puis même la crédibilité de certaines personnalités aujourd'hui. Oui, c'est ça, voilà, mais ça dépend lesquels. Il y a certaines personnes qui seraient décrédibilisées et d'autres qui ont eu l'esprit plus ouvert, mais c'est vrai que le changement est très compliqué. Ça a été bien résumé dans un film documentaire que j'ai vu à la BBC, quand on parlait des travaux de ce professeur Tom, qui lui parlait de géométrie chez des hommes préhistoriques et d'astronomie, de géométrie, même de mesure. Et donc on avait interviewé un grand archéologue britannique pour savoir ce qu'il pensait de ça, parce que le professeur Tom était professeur d'ingénierie, donc il n'était pas archéologue.
Et donc, ce professeur d'archéologie a dit, mais il y a des gens qui nous accusent d'avoir l'esprit fermé par rapport à ces sujets, mais ce n'est pas du tout le cas. Nous avons tout à fait l'esprit ouvert et toutes les nouvelles idées sur l'archéologie, nous sommes ouverts à les recevoir. Mais pour avoir des idées sur l'archéologie, il faut être archéologue. C'est ça. Sinon, vous n'êtes pas pris au sérieux. Donc, il exprimait parfaitement le paradoxe. Ouais. C'est que... Cela dit, Howard, il y a bien des archéologues qui ont voulu apporter un autre visage, en tout cas éclairer une autre facette de la découverte, qui ont été un petit peu bloqués. On leur a retiré leur budget. Le mécénat s'est arrêté. On a vu ça aussi très souvent quand même, hein. Oui, bien sûr. C'est pour ça, c'est mieux de ne pas être soumis à la contrainte financière lorsqu'on fait ce genre d'études. Ce qui n'est pas mon cas. Hein. Personne de l'État ne me paye pour ce que je fais. Donc, est-ce que vous avez imaginé, Howard, que ça pouvait être des lieux de sacrifice, par exemple Alors, ici, les gens l'imaginent. Hein. Il y a des tables qui s'appellent des tables de sacrifice, et d'ailleurs, on voit des sortes de canalisations où les choses pouvaient couler. Donc, on imagine c'est du sang qui coulait dans ces canalisations. Parce que quand on va, par exemple, sur des sites archéologiques en Turquie, on voit bien que il y a très longtemps, on avait déjà imaginé le tout à l'égout. C'est-à-dire que en France, on a été très long à se mettre à la propreté, hein. Mais dans beaucoup de pays, d'ailleurs, plus les pays étaient chauds, plus ils avaient compris qu'il fallait assainir les villes et les villages. Et donc l'eau était très importante. Donc les gens, les toilettes permettaient d'évacuer les excréments facilement, alors qu'en France, je me souviens avoir fait mes études à Fontainebleau, derrière au château, derrière l'escalier central, les gens allaient déposer leur petite crotte. Vous voyez ce que... bien sûr. En France, on était très sale, bien qu'on ait eu beaucoup de parfums. Et si on a inventé le parfum, c'est parce qu'on était très sale. Alors voilà, on s'aperçoit que ils avaient déjà à l'époque une intelligence que nous, même Français, on a eu du mal à avoir quand même, bien plus tard. Alors, comme je disais un peu plus tôt, le peuple mégalithique, en réalité, on n'en connaît pas grand-chose parce qu'on n'a pas d'habitation. Par exemple, la densité de population qui est estimée à l'époque, en Bretagne, est de 0,8 habitants par kilomètre carré. Donc c'est intéressant de voir qu'on préfère couper les gens en morceaux que les kilomètres, mais c'est 0,8 personnes par kilomètre carré. On estime ça à travers des restes qu'on trouve, etc. Alors que on estime avec des théories où on tirait de ces menhirs avec des cordes que le grand menhir de Locmariaker, il aurait fallu pour le tirer 3000 hommes. D'accord. Donc 3000 hommes, on estime une population globale, s'il y a 3000 hommes, de 10 000 personnes. On est en train de parler de toute la population de la Bretagne qui aurait été réunie pour tirer une pierre. Donc c'est impossible. Impossible, j'en sais rien. Ça demande une sacrée organisation. Voilà, vous imaginez l'organisation. Aujourd'hui, essayer de rassembler la population entière de la Bretagne pour faire quelque chose ensemble. Mais bon. Mais un autre élément, par exemple, qui est intéressant, c'est que dans des chambres souterraines, parce qu'ils construisent des collines artificielles avec des chambres, des cavités, des sortes de cryptes, des chambres dedans. Et dans ces chambres, on trouve des objets en provenance de très très loin. Par exemple, on trouve des haches en jadéite. Ce jadéite, c'est du jade, c'est bien sûr. Une pierre semi-précieuse verte. On en trouve quoi, dans les montagnes, ça a été, le gisement de ça a été trouvé dans les Alpes, à 2400 mètres d'altitude, à 1000 km de là. Et juste à côté de ces haches en jadéite, on trouve des haches en fibrolite, en dolorite, qui viennent d'Espagne. Alors, Howard, vous restez avec nous. En tout cas, je voudrais signaler à tous ceux qui viennent d'arriver que ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Jusqu'à 22h, on parle des mégalithes. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Howard Crowhurst est avec nous. Howard, on voit bien que tout cela pose des questions. Des matériaux qui arrivent des quatre coins de la France, des monuments énormes tirés, semble-t-il, par 3000 personnes. Mais vous me disiez tout à l'heure, on n'a pas trouvé en fait d'habitat à côté de ces menhirs, de ces dolmens. Mais
juste une question de novice, hein. Est-ce que c'était pas justement ça, l'habitat? Est-ce que les gens ne vivaient pas au pied de ces monuments? Enfin, c'est juste une question, hein. Oui, mais non. C'est une question et les gens le pensent. Mais non, ils vivaient pas là puisque sinon on aurait trouvé justement des restes. Ce sont des zones qui ont été énormément fouillées, vous imaginez. Et donc c'est ça le mystère, c'est qu'on n'a pas trouvé de reste de quoi que ce soit. Alors on a trouvé des poteries sur une île, parce qu'il y a le golfe du Morbihan à proximité où il y a plus de 300 îles dans ce golfe. Et sur une de ces îles, on a, qui s'appelle Erlanik, on a trouvé énormément de morceaux de poterie, à tel point que même, enfin c'est une île, on peut pas y aller parce que c'est une sanctuaire des oiseaux. Enfin moi j'ai eu l'occasion d'y aller lorsqu'on faisait des tournages avec la télévision, et en direct devant les caméras, je me suis penché par terre, j'ai ramassé un morceau de poterie du néolithique qui était carrément par terre. C'est complètement couvert de poterie, mais c'est une toute petite île. Et donc on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? On imagine des milliers de poteries qui existaient sur cette île, cette petite île. Alors que ailleurs on n'en trouve pas, comme s'il y avait une usine de fabrication. Alors voilà, alors là vous me tendez la perche. Vous savez, quand on a fait les pyramides aussi, on s'est aperçu que les Égyptiens faisaient des pots dans lesquels on mettait, semble-t-il, du miel ou des boissons, mais qui étaient faits presque. En fait, on s'est aperçu que si on n'avait pas de machine, on n'aurait pas pu les faire avec un petit burin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en pierre, oui. Et est-ce que là aussi, lorsque on voit ces poteries de cette période-là, du côté de la Bretagne, est-ce qu'on peut imaginer que vous me parliez tout à l'heure de sculptures de salamandres, est-ce qu'on peut imaginer qu'il aurait fallu des machines pour faire cela, parce que l'homme avait ses limites à l'époque quand même? Oui, mais enfin, toujours la même question. On peut imaginer, maintenant, on n'a absolument aucun espèce d'élément. Donc, on n'a pas les mêmes types de poteries en pierre comme ce qui est trouvé en Égypte, où carrément ils ont creusé à l'intérieur et c'est en pierre massif. Donc là, ça pose vraiment des questions. On n'a pas ce genre de choses. Maintenant, il y a un monument qui s'appelle Gavrinis, où c'est des pierres en granit. Le granit, c'est très dur. Et toutes ces pierres dans ce monument sont entièrement gravées sur toute leur surface. Et ce sont des sortes de rainures qui sont très proches les uns des autres. C'est pareil d'un demi-centimètre. Aujourd'hui, on serait incapable de reproduire ça. D'ailleurs, personne n'a jamais essayé. Alors qu'on fait beaucoup de choses d'archéologie expérimentale, vous ne trouverez pas une seule reproduction ou tentative de reproduction d'une de ces pierres de Gavrinis qui sont faites avec une précision, alors que c'est dans une pierre très dure. Est-ce qu'on a balancé du son? Vous savez, le son est quelque chose qui nous permet d'avoir beaucoup de choses. Alors, avec tous ces emplacements de pierre, est-ce qu'on n'a pas essayé d'envoyer, je sais pas, des ultrasons, des choses comme ça, pour savoir comment ça pouvait nous revenir? Alors... Oui, comment ça pouvait nous revenir? C'est-à-dire pour trouver des cavités ou des choses comme ça, ou pour... Non, mais peut-être que le son a été transformé. Ben voilà, comment le son a été transformé, parce que le fait qu'il tape sur ces menhirs, peut-être que c'était juste une phrase, un message. Vous voyez ce que je veux dire? Le son est porteur de messages la plupart du temps. Oui, alors, il y a des pratiques, parce que on a des récits de ce que les anciens, enfin quand je dis anciens, il y a 150 ans, 200 ans, ce qu'ils faisaient dans ces mégalithes. Par exemple, sur la presqu'île de Quiberon, il y avait un dolmen, oui, il est toujours là d'ailleurs, il s'appelle Rock on Aude, où il y a 7 formes de cupules, c'est des sortes de creux comme ça qui sont frottés pour faire des creux ronds, des sortes de demi-sphères rondes et il y en a 7 comme ça. Et donc Zacharie Le Rouzy, qui a écrit un livre sur les pratiques des Bretons au 19e siècle, raconte que donc chez les femmes de la presqu'île, il y avait toujours l'ancienne, celle qui était un peu la chef, qui avait le droit de venir taper dans ces trous par les nuits de grandes tempêtes pour calmer le temps. D'accord. Donc, sa méthode n'est pas donnée en détail parce que c'était des grands secrets, mais lors des grandes tempêtes, elle venait là pour taper
dans ces trous, dans un certain ordre, pour agir sur le temps. Et ce même pratique, par exemple, existait en Afrique. On tapait sur des roches pour intervenir sur l'atmosphère. Maintenant, je sais que le son était beaucoup plus utilisé en Égypte, parce qu'on a des traces de ça. Mais ici, c'est pas le même chose, parce qu'on n'a pas de traces directes. Moi, j'ai fait des expériences cet hiver, avec le Conseil général, j'ai eu le droit de pénétrer dans le monument de Gavronis au moment du solstice d'hiver. C'est un moment très particulier parce que le rayon du soleil levant pénètre dans l'obscurité de cette chambre et ça crée quelque chose de très, très fort. Et donc j'avais un scientifique russe avec moi qui dispose d'une sorte d'électrocardiogramme qu'on branche sur les poignets et qui permet de déterminer le niveau énergétique global de quelqu'un. C'est branché sur un ordinateur et tout ça. Donc on a installé tout ça dans la cabane et donc on testait des personnes avant leur passage dans cette chambre et après. Et l'ordinateur ne savait pas si c'était la même personne ou une autre. Bien sûr. Juste, il était branché. Et bien, systématiquement, on a enregistré une augmentation du ce qu'on peut appeler le niveau vibratoire, le niveau énergétique général de la personne. Systématiquement, après un quart d'heure dans cette chambre, on a remarqué une augmentation de la vitalité des gens. Donc ça, c'est quelque chose... c'est des toutes dernières expériences étaient faites au solstice d'hiver qui vient de passer. J'annonce ça sur la radio. Je pense que beaucoup de gens vont être très surpris. Non, mais on en revient toujours au même, les différents niveaux vibratoires, parce qu'on en a parlé encore hier avec la synchronicité, etc. C'est vrai que tout est question de vibration et de niveau vibratoire. Voilà. Donc là, encore une fois, je vois qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Howard, malheureusement, on va être obligé de se quitter parce que c'est la règle, 1 heure, un sujet. Je pourrais juste dire un dernier mot. Bien sûr. En conclusion. Allez-y. Parce que ce que je voudrais dire globalement, c'est que ce qui est important, qui rentre dans l'état d'esprit des Français, c'est qu'autrefois, sur ce territoire de Bretagne, il existait une civilisation très développée, aussi développée que les Mayas ou les Sumériens ou les Égyptiens. Cette civilisation existait et il y a toutes les traces de cette civilisation. C'était sûrement à l'époque la capitale de l'Europe. Les gens devaient venir de partout pour venir là. Et aujourd'hui, les gens n'ont absolument pas conscience que cela existait. Incroyable. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On en était un peu, on supputait, bien sûr, cette trace de cette civilisation. Mais en tout cas, vous avez bien fait d'enfoncer le clou. Je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler avant la fin de la saison, Howard, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Je crois même qu'on va vous retrouver très prochainement pour le dossier des cathédrales. Pourquoi, comment, là encore une fois, où elles ont été fabriquées, construites, et pourquoi à tel endroit. Merci infiniment, puis je vous souhaite une belle soirée. Oui, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine alors.